Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur Vivre sainement dans cette nouvelle traduction sur la plateforme Odyssée. Odyssée, l'un des derniers bastions de liberté d'expression sur Internet. Alors, rejoignez-nous. De nouveaux youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne sur Odyssée. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal. Allez, c'est parti tout de suite pour l'interview. Bon visionnage et force et honneur. Alors, je vous disais que ces élections américaines étaient très importantes pour nous et l'une des raisons était la fraude massive organisée avec les bulletins de vote par correspondance. Une autre manière de truquer les élections est le vote électronique comme organisé aux États-Unis en ce moment. Ce vote électronique est réalisé par les sociétés de logiciels Dominion, Smartmatic et Settle, qui en plus d'être un logiciel de vote, hébergent aussi les serveurs des deux autres logiciels. La fraude électronique des entreprises est en train d'être démontrée et je remercie un des amis de la chaîne d'avoir partagé ce lien hier. C'est un lien vers la société Settle qui a comme client, devinez qui, le ministère de l'Intérieur en France. Regardez, le ministère français de l'Intérieur mise sur la solution de vote par Internet de Settle pour sa première élection en ligne, validant l'efficacité et la sécurité de la méthode de vote en ligne en comparaison aux méthodes de vote traditionnelles. Le ministère de l'Intérieur a déployé le canal de vote en ligne pour l'élection des représentants du personnel, du PRIF et de la CAPN en décembre 2014. L'objectif du projet pilote mené par le ministère français de l'Intérieur était d'évaluer la validité du vote électronique comme alternative au vote traditionnel. Afin d'assurer une compréhension claire des implications du déploiement du vote électronique, le projet a été mené avec la rigueur d'une élection officielle, y compris un audit indépendant complet et un test de sécurité complet et dynamique. Voilà, donc on comprend bien comment vont se dérouler les prochaines élections en France et le résultat, Macron réélu avec 99% des voix. Regardez cette traduction pour comprendre l'ampleur de cette fraude électronique. Il va terminer aussi sur un sujet très intéressant. Comment l'élection va se terminer si le président ne peut pas être élu par les grands électeurs? Allez, c'est parti, tout de suite. Je suis votre serviteur, Michael Lewis. Vendredi dernier, nous avons signalé qu'un serveur lié aux élections des États-Unis était saisi par le personnel militaire américain à Francfort, en Allemagne. L'histoire qui a été exposée pour la première fois par un républicain, le membre du Congrès du Texas, Louis Gohmert, dans une interview sur Newsmax la semaine dernière, est maintenant mise en lumière. Un expert des affaires gouvernementales, Brian Thrasher, un membre du comité de recomptage des équipes de Trump et un commentateur politique, a déclaré à Newsmax le 18 novembre dans une interview qu'ils ont récupéré des données brutes du serveur saisi en Allemagne qui selon lui seront révélés au public, y compris les informations sur les serveurs électoraux des États-Unis. Pourquoi était-il à l'étranger? Comment les bulletins de vote étaient convertis d'un candidat à un autre? Et comment un tel système de fraude entièrement américain fonctionne? Maintenant que nous avons saisi les serveurs de Dominion qui étaient en Allemagne, nous commençons à en tirer des données brutes. Je juge, je sais que vous avez un public énorme maintenant, c'est une félicitation pour ça, mais je veux que tout le monde m'écoute. Les choses qui vont sortir vont secouer les mondialistes dans leur cœur, et lorsque le président Trump sera déclaré vainqueur de cette élection, ce que nous avons vu le week-end dernier dans les rues, les partisans de Trump qui se sont fait attaquer à Washington DC, ce n'est rien. Ces gens sont en train d'arriver dans chaque ville, chaque banlieue, alors soyez prêts car cela est en train d'arriver. Vous devez vous protéger. Brian, revenons sur un point, vous dites que les choses vont sortir. Quelles choses? Eh bien, comme je l'ai dit, le serveur. La citation est tirée de l'interview en direct avec Thrasher et est destinée à vous montrer ce qu'il a dit sur les serveurs et aussi sur ses commentaires concernant les mondialistes qui mobilisent les militants de gauche radicale pour créer des ennuis partout en Amérique quand Trump déclarera sa victoire selon sa propre opinion. Dans l'après-midi du 19 novembre, l'équipe juridique de Trump a tenu une conférence de presse à Capitol Hill. Lors des questions-réponses, pendant la conférence, un journaliste a demandé à l'avocat de Trump, Sidney Powell, cette question. Quelqu'un a rapporté que du matériel, probablement un serveur, fut saisi en Allemagne. Est-ce vrai? Et est-ce lié à ceci? C'est vrai, c'est en quelque sorte lié à cela, mais je ne sais pas si c'est les bonnes personnes qui l'ont ou les mauvaises personnes. Voilà la réponse de Powell, c'est vrai. C'est en quelque sorte lié à ça, mais je ne sais pas si c'est les bons gars qui l'ont ou les mauvais. Nous ne savons donc pas qui a saisi le serveur. L'avocat général Sidney Powell a dit qu'elle ne savait pas qui a pris les serveurs en Allemagne, c'était les bons ou les mauvais, mais Thrasher
un membre du comité de recomptage de Trump a déclaré qu'ils ont obtenu certaines des données brutes des serveurs et qu'elles avaient été restaurées et seraient rendues publiques. En réunissant ces deux déclarations, cela crée une certaine confusion. Comment une avocate américaine réputée qui ne mentirait jamais et inventait des choses lors d'une conférence de presse, comme celle-ci au nom de l'équipe de Trump, et d'autre part, Thrasher, lui, est membre de l'équipe de recomptage de Trump et a fait son briefing au public auprès des médias d'information, il est peu probable qu'il ait dit quoi que ce soit sans aucune preuve solide. Mais au moins, une chose peut maintenant être confirmée, c'est que la saisie des serveurs en Allemagne s'est produite. Nous l'avions signalé pour la première fois dans notre émission le 13 novembre, juste après que le membre du Congrès Gohmert ait divulgué l'histoire au public le lundi 9 novembre. US Media Veteran Today avait publié un article en ligne d'un ancien avocat britannique, Michael Shrimpton. L'article était intitulé « C'était un vol ». Dans le premier paragraphe de l'article, il a dit que cette colonne est légèrement publiée plus tard que prévu à cause de son rôle dans les coulisses du week-end qui incluait d'alerter la Maison-Blanche samedi soir sur l'existence d'un dossier venu de Paris au siège social du MI6 à Vauxhall Cross vendredi soir, confirmant une fraude massive. Je crois que cela permet d'identifier B à la CIA comme le coordinateur de l'opération noire de la CIA pour donner l'élection à Joe Biden, le Chinois, qui reçoit des paiements de Pékin depuis plusieurs années. L'opération de la CIA est contrôlée depuis Francfort, bien sûr. Ceci est le premier paragraphe et Michael Shrimpton a terminé le paragraphe avec les mots « bien sûr », ce qui signifie qu'il n'est pas surprenant que la CIA soit en train de manipuler la situation à Francfort. Plus loin dans l'article, l'auteur a également mentionné que la CIA avait imprimé 3,75 millions de bulletins de vote à cet effet. L'auteur Michael Shrimpton a fait quelques déclarations controversées dans le passé, mais comme son article est publié dans un média officiel américain, il peut toujours être utilisé comme référence. Donc avant, je vous ai donné 3 exemples qui confirment l'existence et la confiscation de serveurs en Allemagne, qui étaient impliqués dans la manipulation des élections aux États-Unis. Ces serveurs, selon les rapports actuels, appartiennent à Citel, une société de logiciels d'élection dont le siège est à Barcelone, en Espagne. Mais il s'est associé à la société américaine Dominion. Selon les déclarations de Giuliani, Dominion transférait ces données provenant de près de 30 États vers les serveurs à Francfort. Les serveurs ont été utilisés pour manipuler et altérer les bulletins de vote. En outre, les serveurs appartiennent en principe à Citel. Mais selon les déclarations, il est également très probable que la CIA les contrôlait en fait, et les serveurs se trouvaient dans les locaux de la CIA à Francfort. Maintenant, parlons de Dominion. Les amis qui ont vu nos émissions précédentes le savent. Dominion est en fait le système de logiciel électoral Smartmatic mis en place aux États-Unis. Le cœur du logiciel Dominion est Smartmatic, et Smartmatic était au service des dictateurs socialistes du Venezuela pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à diriger leur pays. En plus, selon les accusations de l'équipe juridique de Trump, Smartmatic a une expérience chinoise considérable avec des investissements du Parti communiste chinois. L'après-midi du 19 novembre, l'avocate Sidney Powell à la conférence de presse a également mentionné la même chose. Ce que l'on découvre aujourd'hui est l'influence massive de l'argent communiste via le Venezuela, Cuba et probablement la Chine dans l'ingérence avec notre élection ici aux États-Unis. Le système de vote Dominion, le logiciel de technologie Smartmatic, ce logiciel qui va dans d'autres systèmes de vote informatisés aussi, pas seulement Dominion, a été créé au Venezuela à la demande de Hugo Chavez. Ce Smartmatic vénézuélien inséré dans les systèmes de logiciels d'élection a été utilisé dans de nombreux États aux États-Unis, ont été utilisés pour manipuler l'élection afin de faire élire Biden. Et Trump a reçu une énorme quantité de votes qui a complètement dépassé l'algorithme de trucage électoral à un moment donné. Nous avons découvert quelque chose d'intéressant d'un utilisateur de Twitter, je pensais que ça valait la peine d'être partagé, AdRedPills, à sa propre analyse du logiciel de triche. Il a compilé les bulletins de vote montrant comment le logiciel de triche fonctionnait en arrière-plan pour aider Biden. Les données qu'il a utilisées pour son analyse provenaient d'un package des élections 2020 du New York Times. Il a dit que ce package est en ligne et disponible au téléchargement pour tous. Selon ce qu'il a partagé, y compris des preuves photographiques, il a indiqué que la falsification des bulletins de vote avait eu lieu dans presque tous les États. Il a également souligné que la fraude du parti de Biden n'était pas simple. Ils ont triché tellement, y compris en déconnectant le logiciel, retournant les votes et en redémarrant le système de vote à 2 h du matin, le 4 novembre, pour attraper Trump, qui avait eu tant de votes d'avance, qu'il avait presque écrasé l'algorithme d'origine. En termes de falsification du vote, dans les coulisses, ils ont eu tendance à transférer d'abord les votes de Trump à un candidat tiers, puis à Biden. Parce que les candidats tiers ont des données qui sont ignorées par les médias grand public car pas assez significatifs pour attirer l'attention. Il a partagé des graphiques de données d'État qui ont montré 200 000 votes
étant transférés de Trump à Biden en Pennsylvanie et 170 000 votes falsifiés au Texas. Ce n'est pas nécessairement toutes les données, mais seulement ce qu'il montre sur les graphiques qu'il a partagés. Il y a également une déclaration de falsification de vote qui a montré qu'en 2016, le parti d'Hillary a également tenté de remporter l'élection en trichant, mais Trump avait reçu tellement de votes qu'il avait dépassé la limite supérieure fixée par le logiciel de triche et qu'Hillary avait donc perdu cette élection. Dans cette élection, le logiciel de triche n'a pas été configuré pour avoir une limite. Les médias grand public ont toujours rapporté après les élections que les déclarations de fraude électorale du camp de Trump n'étaient pas vraies. Mais quelqu'un avait remarqué que le New York Times avait publié en avril 2018 un court-métrage intitulé « Comment j'ai piraté une élection » dans laquelle Alex Handelman, un professeur en sciences de l'informatique à l'Université de Michigan, a montré comment pirater une machine à voter. Il voulait montrer aux gens à quel point c'était simple et avertir à propos de la sécurité électorale. Sans transition, le 18 novembre, les fédéralistes ont révélé que le personnel d'un projet de vote pour les natifs au Nevada offrait des t-shirts, stickers, bijoux et cartes cadeaux qui valaient au moins 25 $ sur leur page web officielle, disant que les Amérindiens natifs pourraient échanger leur vote contre ces cadeaux. Les groupes avaient également des personnes installant des stands près des bus de campagne de Biden au Nevada pour promouvoir l'échange de bulletins pour Biden des Amérindiens contre des cadeaux. Et en distribuant des cookies gratuits. Certains membres du personnel donnaient même beaucoup plus de t-shirts Biden. Cet acte est non seulement injuste pour l'élection, mais aussi une violation de la loi électorale fédérale. Les candidats ne sont pas permis d'échanger des objets de valeur contre des votes. Les contrevenants risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour ces infractions graves. À Cincinnati, dans l'Ohio, P.G. Sittenfeld, un membre du conseil municipal de Cincinnati, a été arrêté le 19 novembre sur des accusations de fraude, de corruption et de tentative d'extorsion. Il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il a été élu au conseil municipal en 2011 et était au départ un politicien local populaire qui avait accumulé plus de 710 000 $ en fonds de campagne. Mais il acceptait toujours des contributions politiques pour augmenter illégalement ses fonds de campagne. Cela ne s'est pas produit pendant l'élection actuelle et n'a rien à voir avec l'élection actuelle. Cette affaire a attiré beaucoup d'attention et agit comme un signal d'alarme pour ceux qui se sont livrés à des comportements criminels aux élections. Le conseiller municipal a accepté un total de 40 000 $ en fonds de campagne d'un promoteur immobilier local à 3 reprises en 2018 et 2019 en échange de l'approbation d'un projet immobilier dans cette ville. En fait, la personne qui lui a donné des fonds était un agent infiltré du FBI. C'est ainsi que le malchanceux Sittenfeld s'est retrouvé en prison. Sans transition, les électeurs espèrent pouvoir apporter ces personnes mauvaises dans les coulisses de la justice. Après cet incident, la bataille juridique sur l'élection elle-même devient de plus en plus critique. Mercredi soir, 2 membres républicains du Conseil des solliciteurs du comté de Wayne ont refusé de certifier les résultats des élections, mettant en avant la fraude électorale et la mauvaise foi de la part des agents de l'État. Comme le comté de Wayne a la plus grande population du Michigan, l'échec de ne pas certifier les résultats des élections aura un impact sur les résultats des élections de tout l'État du Michigan. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, les résultats des élections au Michigan sont à nouveau en attente, grâce à la décision de ces 2 républicains. Dans le Wisconsin, Trump a dépensé 3 millions de $ pour demander un recomptage dans 2 comtés. Mais les démocrates ont changé immédiatement les règles du recomptage, ce qui est une indication de quelque chose de douteux se passant encore dans les coulisses. Les républicains ont résisté au changement de règles et ont continué avec le recomptage basé sur la réglementation en vigueur. Dans le comté de Douglas, dans l'État de Géorgie, alors qu'il était évident qu'il y avait plus de bulletins que d'électeurs, une carte mémoire a été trouvée avec des votes manquants et plus de données d'électeurs, ce qui est étrange qu'une carte mémoire de données réapparaisse en ce moment. En Géorgie, les observateurs républicains du bureau de vote affirment qu'ils ont trouvé un lot de bulletins de vote dans un autre comté où Biden a reçu 1080 votes et ont été comptés comme plus de 10 000 votes, soit un ajout de 9 000 voix. Si cela est confirmé, l'avance de Biden diminuera à nouveau. Actuellement, Biden mène Trump par plus de 12 000 voix en Géorgie. Le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, a annoncé mercredi que si les poursuites n'étaient pas réglées, il ne déclarerait pas non plus une victoire électorale en Arizona. En plus, lors d'une conférence de presse dans l'après-midi du 19 novembre, Rudy Giuliani a demandé de rejeter 682 000 votes, bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie, car frauduleux, et qu'un total de 100 000 bulletins de vote
dans le Wisconsin devrait également être rejeté comme frauduleux. Il a également souligné que si les bulletins de vote légaux étaient comptés, Trump devrait gagner la Pennsylvanie par au moins 300 000 voix sur Biden. Et Trump devrait gagner le Wisconsin aussi. Surtout qu'avec les informations du Michigan, du Wisconsin, de la Géorgie et de l'Arizona, et avec plein d'autres cas, la bataille juridique de Trump est de plus en plus prometteuse. Pensons à un autre cas où l'élection a besoin d'être annulée en raison des fraudes et comment le président serait élu. Cela nous amènerait au Congrès des États-Unis. Ok, commençons par l'une des fonctions du Congrès. Par convention, le 6 janvier de l'année prochaine, le nouveau Sénat certifiera les votes électoraux de chaque État. Ils auront le pouvoir d'abroger les résultats du collège électoral des États contestés et ils pourront également organiser un vote à l'unanimité sur l'opportunité d'abroger les résultats si un seul sénateur s'inquiète. Si le nouveau Sénat reste républicain après le 6 janvier, les chances sont en faveur de Trump. Il est possible que le cas susmentionné et les autres facteurs pourraient entraîner l'élection d'un président non élu avant le 20 janvier. D'ici là, le président sera élu par le Congrès, où la Chambre des représentants choisit le président et le Sénat choisit le vice-président. La Chambre des représentants élira un président État par État, mais pas sur la base de tous les membres de la Chambre des représentants. Et quel que soit le parti qui a la majorité dans l'État, il représentera son État pour voter. Dans ce cas, selon les derniers résultats des élections, les républicains détiendront au moins 26 voix qui leur donneront un énorme avantage dans l'élection du président au Congrès.